Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je confirme que je suis géographe, mais pas que, parce que dans la vie, on n'est pas associé à une seule étiquette. On peut être père de famille, on peut être très loin de son territoire, affecté par une grève, élu local à l'occasion. Bon, donc, mais par contre, par rapport à la commande qui est faite, c'est que je n'ai pas la prétention de dire ce que sont les indicateurs, ou doivent être les indicateurs pour lire les syndromes ou les fragilités urbaines et encore moins métropolitaines. En revanche, ce que je propose de faire, c'est de pouvoir y consacrer quelques minutes. Alors, Alain Bourdin a utilisé une phrase à l'instant en disant les fragilités métropolitaines. Une fois qu'on a dit ça, so what? Donc, je vais aller dans le même esprit. Si vous me le permettez, j'ai envie de dire observer les fragilités métropolitaines, chiche. Telle était l'énigme proposée par Alain Bourdin donc, au début de ce travail, et tel était l'enjeu et le défi proposé, en essayant peut-être d'apporter des éléments de réponse, mais en tout cas d'enclencher une réflexion nécessairement épistémologique au regard de la polysémie du terme, fragilité, mais aussi méthodologique, comme l'a rappelé tout à l'heure justement Jean-Marc Hoffner, avec un enjeu, je crois, tout à fait important. Donc je vous propose quelques regards, évidemment nécessairement restreints, sur la façon dont les fragilités urbaines et ou métropolitaines, puisqu'en fait le terme a dévié petit à petit dans le programme, sont susceptibles d'être objectivées par le biais d'approches, d'indicateurs, en tout cas d'objets ou d'éléments susceptibles de nous permettre de mieux comprendre les rapports entre les individus, les hommes et les femmes, et l'endroit où ils résident, où ils fonctionnent. Alors je vous propose donc une première image qui renvoie, selon moi, à peut-être une dimension qu'on a peut-être galvaudée, mais qui me semble être importante de rappeler, c'est que, historiquement, semble-t-il, la question de la fragilité est le plus souvent considérée comme un élément propre à la condition humaine. J'ai repris cet intitulé de ce dessin de David Rickert pour l'illustrer, qui s'intitule « La fragilité humaine ». Dans le domaine de la théologie, quelques théologiens ont dit également que la vie humaine est placée sous le sceau de la fragilité, donc fragilité et conditions humaines sont consubstantielles. Dès lors, sur le plan réflexif et plus opérationnel, c'est peut-être ce qui nous intéresse, caractériser la fragilité, c'est caractériser cet état de l'être, des états de l'être humain. C'est ce que s'est appliqué à faire le champ médico-social notamment, dans une dimension descriptive, analytique, voire prédictive. On a parlé tout à l'heure de prospective. Prédictive pour caractériser l'état, c'est Hélène Thomas qui l'a indiqué, mais aussi le processus, comme l'ont écrit un certain nombre d'auteurs, Lebel, je pense, a aiguillé également. Donc l'invitation, peut-être, c'est certes s'intéresser aux questions métropolitaines, mais de s'intéresser à ceux qui habitent, pratiquent, utilisent ce véhicule ou autre dans la métropole. Donc comment fait-on dans ce prolongement réflexif? Donc il y a eu des constructions d'indicateurs, décrites notamment par Sylvie Renaud, sur la nécessaire combinaison de trois approches, c'est l'image suivante. Une approche fonctionnelle, s'intéressant notamment à la perte de capacité, une approche médicale, s'intéressant au syndrome, une approche physiologique, s'intéressant notamment aux capacités. Alors ces fonctions, syndrome et capacité, je vous invite à garder ces termes-là et à nous les remobiliser tout à l'heure dès lors qu'on parlera de métropole. Trois approches et quatre dimensions, celles qui apparaissent, qui sont tirées notamment des travaux de Strobridge, de Guillet et de Renaud, sur la fragilité des personnes, où on s'aperçoit donc de fait que la fragilité des personnes est objectivable et qu'on pourrait dire qu'analyser les fragilités urbaines et métropolitaines, c'est analyser la condition d'être et le processus en devenir des personnes notamment fragiles, donc de certaines personnes en condition de fragilité, dans un contexte urbain et ou métropolitain. De cette invitation, on va s'apercevoir qu'avec le contexte socio-économique, notamment de crise, la question de l'observation par notamment les instances internationales puis nationales se sont effectivement, comme vous l'avez souligné justement, élargies à la question de la vulnérabilité et notamment des personnes vulnérables ou en situation de pauvreté potentielle. Et donc,
Gaël Peretti, en 2005, a indiqué qu'on s'intéresse aux vulnérables, aux pauvres, aux précaires, à toute une catégorisation multidimensionnelle qui n'est pas nécessairement simple, avec des différentes approches, différents types d'analyses, pour indiquer des spécificités associées à des types de populations. En tout état de cause, la fragilité est une des dimensions de la précarité, comme nous l'invitent les anciens travaux d'André Villeneuve en 1984, où la fragilité est quelque chose qui peut être mesurable, c'est la probabilité supérieure à la moyenne de devenir pauvre. Donc on peut un jour devenir pauvre. Et donc il s'agit, pour appréhender la fragilité, d'appréhender la précarité qui elle-même fait recours à la pauvreté. Et donc lorsqu'on s'intéresse à des indicateurs associés à la pauvreté, il y a beaucoup de travaux portant là-dessus, on s'intéresse notamment à la capacité d'accès aux biens, de niveau de vie, de conditions de vie. Il y a même Emmanuel Kreiner en 2001 qui a identifié 27 indicateurs qui renvoient à 4 registres. C'est la suite, s'il vous plaît. 4 registres. Le registre des contraintes budgétaires, du retard de paiement, de restrictions de consommation, de difficultés de logement, qui sont des ensembles permettant de lire des situations de conditions, enfin des indicateurs de conditions de vie qui, pour certains d'entre eux, renvoient à des indicateurs utilisés par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Donc fragilité renvoie aussi, qu'on le veuille ou non, à des dimensions d'exclusion, de fragilité sociale. En tout cas, on apprend que la fragilité est une question de risque, de précarité et de pauvreté, d'accès aux biens, de niveau de vie, de ressources, de stabilité d'emploi, de conditions de logement, et j'en passe évidemment. Vous voyez donc le spectre qui est en train petit à petit de s'élargir, ce qui ne va pas faciliter nos travaux. Seconde partie, et donc type d'approche, des approches dont Alain a indiqué tout à l'heure effectivement qu'ils vont plutôt s'intéresser à la qualification des territoires. Et donc là, c'est plutôt l'observation des fragilités ou des fragilités territoriales dont il sera peut-être question, sans oublier qu'elles portent aussi sur des hommes et des femmes. Donc l'observation des inégalités, je me suis appuyé sur quelques exemples de dispositifs d'observation qui ont fleuri à partir des années 2000. Un observatoire, peut-être un des plus récents créés, c'est l'Observatoire des inégalités, rien à voir avec le ministère qui porte le même nom, qui propose un état des inégalités que l'on pourrait considérer comme étant des manifestations ou des syndromes de fragilité territorialisée. Et donc, dès lors, en fait, si on s'intéresse au registre privilégié des inégalités qui sont observées, et donc qui sont des préoccupations éventuellement de métropole, ce sont notamment les questions d'inégalité de revenus, d'emploi, d'éducation, de conditions de vie, et j'ajoute de genre, ça n'a pas été évoqué à ma connaissance depuis ce matin, alors que les autres dimensions ont été évoquées notamment par Daniel Delaveau tout à l'heure. Deuxième dispositif d'observation, pour être une traduction, enfin une illustration des préoccupations, l'Observatoire des territoires, créé en 2004, vous connaissez certainement, dont l'objectif est d'analyser, rassembler, diffuser des informations à partir d'enjeux territoriaux identifiés. J'en ai pris 2, les enjeux associés aux questions de développement territorial et les enjeux associés à la question de la cohésion sociale, et donc qui renvoient à des centaines d'indicateurs pour décrire les fragilités territoriales et donc métropolitaines potentielles, exprimant donc ces fragilités en termes socio-économiques, environnementales, structurelles, organisationnelles, sociales, et ainsi de suite. Troisième dispositif, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça, c'est l'Observatoire national des zones urbaines sensibles. Fragilité renvoie à sensibilité, soit des espaces, soit des personnes. Et donc cet observatoire est autrement appelé Observatoire de la politique de la ville. Donc ici, le questionnement, il n'est pas tant que sur la caractérisation, mais aussi sur le management de l'action publique, donc son efficacité, son efficience. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y avait peu de travaux sur la question de l'évaluation. En même temps, il y a beaucoup de parlementaires qui passent pas mal de temps à des commissions d'évaluation, puisqu'on est les uns les autres, de temps en temps, un peu amenés à être entendus. Donc l'observatoire en question, créé en 2003, vise à permettre la mesure de l'évolution des inégalités sociales à partir d'indicateurs, là, de résultats et aussi de moyens. Donc on distingue 6 registres d'analyse des politiques publiques et donc des fragilités sous-tendues, la question des disparités territoriales et de l'accès à l'emploi, la question de l'habitat, ça a été évoqué ce matin, et de l'environnement urbain, la question de la prévention et de l'accès aux soins, donc aux personnes, la réussite scolaire, la tranquillité publique.
Alors on voit donc que la fragilité, l'observation des fragilités, sont aussi les observations des syndromes de fragilité et de l'évolution de ces syndromes-là. Troisième partie, qui pourrait être, on pourrait qualifier de dimension d'interface, ou j'aime pas le mot hybride, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais enfin bref, de quelque chose qui s'intéresse à la fois aux vulnérabilités sociales et à la question des individus, qui sont au cœur des préoccupations historiquement institutionnelles, puis nationales, puis locales désormais, et qui renvoie aussi à l'idée du management des risques sociaux, comme nous l'a rappelé Hélène Thomas dans un article intéressant de 2008. Cela se traduit par notamment une multitude de déploiements d'indicateurs, et notamment d'indicateurs du bien-être, Index of Economic Well-being, dans une dimension quantitative, mais aussi dans une dimension qualitative, puisque vous savez qu'il existe un guide de la mesure subjective du bien-être, produit par l'OCDE en 2003. Et donc, on va découvrir une quantité d'indicateurs comme ça qui peuvent être déclinés territorialement. Donc ici également, la fragilité peut être considérée comme le négatif de bien-être ou de qualité de vie ou de progrès social, sans se le dire franchement, voilà, sans se l'avouer. Dans ce registre-là, on se rappelle notamment des travaux qui ont été mis à la connaissance par l'ouvrage de Julien Damon, mais dont l'objectif était de mesurer notamment la question, ou de repérer, je reprends leur terme, les espoirs, les craintes, les tracas de la vie quotidienne et du rapport des gens à la ville. Voilà. Donc, en tout état de cause, donc on apprend de l'ensemble de ces travaux, l'appréhension des fragilités pourrait se faire à partir du regard que portent les habitants. Donc l'invitation est à nouveau d'aller vers les habitants et pas que de lire ça de très haute altitude. Si on pousse un petit peu la démarche analytique, il y a d'autres travaux évidemment connus, largement connus, qui s'inspirent notamment des capacités d'Amartya Sen, retenant comme des indicateurs les facteurs de bien-être considérés en mal ou comme négatifs du bien-être. Et donc là, ça renvoie à ce tableau qui est très illisible, des facteurs liés au revenu, au logement, à l'insertion professionnelle, à l'éducation, l'accessibilité et l'insertion sociale. L'ensemble de ces indicateurs permettent potentiellement de lire des disparités et donc d'éventuelles fragmentations. N'ayons pas peur de ces mots-là, même si on peut les discuter, compris dans un contexte urbain et ou métropolitain. Et donc, dans la continuité, je ne saurais vous recommander de se rappeler des travaux de Lise Bourdeau-Lepage et d'Elisabeth Tovar, qui ont essayé de spatialiser ces éléments-là. Et donc, ça renvoie aux cartes que vous connaissez sur l'Île-de-France. Ce n'est pas tant les cartes qui nous intéressent ici. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt la légende qui permet d'identifier des pôles ou des poches de mal-être. Voilà. Comme traduction, illustration de ces questions de fragilité. À l'issue de ce tour d'horizon, dont vous comprendrez qu'il il élargit le spectre plus que ce qu'il apporte des réponses sur le bon indicateur de la lecture de fragilité métropolitaine, je vous propose un travail de classification, c'est-à-dire qu'on a essayé, c'est très peu lisible également, mais je vais le commenter rapidement, je vous propose une classification par famille d'indicateurs. Et d'une part, donc en colonne, on a identifié 12 catégories d'indicateurs, donc de familles d'indicateurs qui portent sur les ressources économiques, les ressources culturelles, l'habitat, l'emploi, la santé, l'environnement, l'équipement, le foncier, le genre, le vieillissement et la sécurité publique. Certainement que vous en trouverez d'autres. Et par ailleurs, ces familles d'indicateurs que l'on retrouve dans nombreux dispositifs d'observation sont traversées par des champs problématiques qui, eux, renvoient à des problématiques territoriales ou territorialisées aux différentes échelles et qui sont, elles également, qui peuvent être des symptômes de fragilité urbaine. On en a recensé une vingtaine. L'emploi, ça a été dit ce matin comme préoccupation première, le logement habité, le niveau de vie, la pauvreté, la précarité, la ségrégation, l'accessibilité, les vulnérabilités, la cohésion, les mobilités, les transports, l'éducation, formation, égalité, santé et j'en passe. Lorsqu'on opère cette matrice, ou cette lecture de matrice, on essaie de dégager les principaux registres, j'en ai bientôt terminé. On distingue 4 familles d'indicateurs qui remportent un petit peu l'adhésion collective des observateurs. Ce sont les indicateurs autour des ressources économiques, autour des ressources culturelles, autour de l'emploi, autour de l'habitat et du logement. C'est la partie gauche du tableau. Et les registres problématiques les plus fréquemment analysés sont les problématiques associées à l'accessibilité
à la métropole ou de la métropole, en termes structurels et fonctionnels, mais pas que. Ce sont les questions d'emploi récurrentes, ce sont les questions de vulnérabilité et de précarité des personnes, et enfin, ce sont les questions de cohésion, d'égalité et de sécurité publique. J'en termine avec quelques éléments conclusifs pour boucler la boucle, en vous disant donc ici quelques images qui tentent de montrer les dispositifs ou des dispositifs méthodologiques susceptibles de permettre d'éclairer la difficile lecture des fragilités métropolitaines. Donc, on l'aura compris, il existe une multiplicité d'approches, d'indicateurs et de familles, une multiplicité d'échelles d'observation. Je crois qu'on ne l'a pas suffisamment dit. On ne regardera pas avec les mêmes lunettes les objets selon où on se situe. Donc, je crois que c'est important de le rappeler, même si ça paraît un truisme. L'objet urbain et l'objet métropolitain, comme l'a rappelé mon collègue Alain Faure, est un objet formidable pour lire, pour investir ce champ nouveau des fragilités. J'en terminerai quand même sur le fait, me semble-t-il, que l'on doit, avant de s'intéresser à la question de l'observation de l'objet, c'est quand même mon dada, s'intéresser aux observatoires et à l'observation, ce qui me semble important, c'est de porter un débat, une discussion, peut-être pas ici ou ultérieurement, sur le sens de l'observation, et en tout cas sur les intentions sous-jacentes à l'observation des fragilités, tant je vois quelques crispations que peuvent engendrer le terme « observer les fragilités métropolitaines », au risque de montrer des choses qu'on devrait cacher, pour certains, pour d'autres aussi au risque d'avoir des représentations trop erronées de réalités plus complexes. Donc je crois qu'il faut réfléchir au sens de l'observation. Évidemment, ça va nous renvoyer à la nature des fragilités, à l'intensité des fragilités, pour, on l'espère, pouvoir mieux agir, mais dans un autre travail, on a montré aussi qu'il y avait une disjonction potentielle entre l'observation et l'action. Je vous remercie.